Et bienvenue à ce moment important de la semaine de la FAD, l'exacte moitié. Nous en sommes à mi-parcours. Bienvenue à ceux et celles qui viennent tout juste d'arriver. Vous pouvez nous dire dans le clavardage un petit bonjour. Est-ce que vous voyez le bleu du ciel? Est-ce qu'il fait froid chez vous? Je sais qu'on est écouté un peu partout sur la planète, dans des endroits fort agréables. D'ailleurs, oui, en fin de soleil, ne vous gênez pas pour nous faire un petit coucou. C'est parti. Accueillir les personnes étudiantes en FAD et favoriser leur employabilité, c'est l'atelier que j'ai le bonheur de présenter aujourd'hui. Hey, j'ai oublié de dire que j'étais chargé de projet au pôle d'expertise intérieure d'information à distance, à l'équipe soutien, accompagnement et formation. Puis pour ceux et celles qui arrivent tout juste, ça se peut. Je m'appelle Sylvain Deshôtels et je vous présente Marie-Claude Riverain, ancienne enseignante de français au secondaire, qui est devenue comme moi, parce qu'on a un peu le même parcours, conseillère pédagogique numérique au collégial. Bienvenue, allô? Bonjour Sylvain, merci pour l'introduction. Et à tes côtés, on retrouve Lisa Marie. Bonjour Lisa Marie, conseillère technopédagogique également chez Collecto, comme Marie-Claude. Allô, allô. Et Allô? notre point en commun, c'est qu'on détient une maîtrise en technologie éducative, pas de la même université, mais voilà, dans des sujets connexes. C'est tout. Je vous laisse aller. Bonne présentation, mesdames. Merci. Merci Sylvain. Voilà. OK, je recommence. Excusez-moi, problème technique qui fonctionnait il y a quelques instants. Je peux vous chanter la petite musique d'introduction. Je commence à la savoir par cœur. Oui, voilà, ça OK, fonctionne. Oui, bon, on voit bien Marie-Claude. C'est parti. excellent. Merci donc pour les présentations, l'introduction. On va commencer dans quelques instants, effectivement. Nous, chez Collecto, ce qui nous distingue là, dans nos approches de formation et aussi sur notre vitrine de diffusion éducative, c'est vraiment l'aspect pratico-pratique. Euh, on partage autant des récits de pratiques d'enseignants, d'enseignantes qui intègrent le numérique dans leur quotidien. Puis ça teinte donc dans nos formations également. Vous allez rapidement le remarquer là, avec les astuces et les stratégies qu'on va vous proposer. On va vous parler d'accueil des personnes étudiantes, des élèves, étudiants, étudiantes dans les cours qui sont donnés en formation à distance pour essayer un peu de reproduire un certain processus qui est mis en place lorsqu'on arrive sur le marché du travail pour que les étudiants soient donc déjà plongés dans ce contexte-là. Je vais commencer la présentation avec les trois premiers points. Donc, d'abord, voir ensemble les profils diversifiés de la clientèle en formation à distance. Je vais vous présenter la démarche qu'on a mise en place ça fait quand même quelques années là, sur lesquelles j'ai travaillé là-dessus. Puis, je vais vous parler ensuite brièvement là, du métier d'étudiant, qu'est-ce qu'on fait, quel parallèle on fait par rapport à tout ça. Puis, c'est Lisa Marie qui va enchaîner pour la suite avec notamment les compétences en communication que ça nécessite, puis comment on peut accompagner nos élèves dans la gestion de leur temps, des tâches et des distractions. Les profils que je vous présente dans quelques instants sont des caricatures, voire des stéréotypes. Donc, je ne veux pas qu'on accroche là-dessus. Je veux plutôt vous demander d'aller chercher, d'aller grappiller quelles sont les caractéristiques qui correspondent à vos élèves pour qu'on puisse voir ensemble qu'effectivement, il y a un portrait très large de profils qui sont diversifiés en FAD. Donc, on va plutôt aller faire des amalgames et non pas de s'arrêter aux stéréotypes. Je vous présente d'abord Félicia, qui est une immigrante de deuxième génération, qui a un parcours scolaire en ligne droite, hein, donc qui a toujours, s'est toujours inscrite au niveau suivant, etc. Elle est quand même très exigeante envers elle-même. Puis, on peut noter aussi qu'elle enseigne à temps partiel des cours de francisation. Deuxième portrait, Marie-Soleil.
qui est une mère en retour aux études. Donc, on peut remarquer une certaine conciliation travail-études-famille qui est plus difficile pour sa part. Elle dit qu'elle se considère peu techno, mais on remarque rapidement qu'elle présente quand même un leadership assez naturel. Deuxième profil, celui de notre Jackson, qui est en transition d'un programme d'études à un autre. Jackson a vécu la pandémie, donc l'enseignement à distance forcé lorsqu'il était au deuxième cycle secondaire. Donc, on peut comprendre qu'il a déjà été initié à ces outils-là, à certaines méthodologies aussi. Et c'est un élève qui se fait assez discret, il ne demande jamais d'aide. On peut avoir aussi dans nos cours Élie-Jade, qui, elle, s'est inscrite à un programme d'études à distance parce qu'elle se donne en dehors de sa région. On remarque assez rapidement qu'elle est très sociale, très rieuse aussi en cours, mais le petit revers, elle peut se faire un peu moins confiance puis a besoin d'être souvent rassurée. Dernier profil que je vais vous présenter, c'est celui de Gabriel Olivier, qui s'est inscrit dans un cours en formation à distance sur recommandation de son employeur parce qu'il veut avoir un échelon salarial de plus, donc il va obtenir une certification. Dans son cas, comme c'est sur recommandation de son employeur, la conciliation travail-études peut être plutôt facile. Il se considère très techno, puis il est très organisé. Toutes les informations que je vous partage là, c'est pour dresser un portrait qui est très justement diversifié des profils qu'on retrouve. C'est le genre d'infos qu'on peut soit demander lorsqu'on rencontre nos étudiants, nos élèves à distance, ou qu'on peut aussi observer assez rapidement. Là. Donc, dès les premiers cours, il y a des petits indices comme ça qui nous sont laissés. Peut-être que vous êtes du genre à leur apposer des étiquettes qui sont plutôt négatives. Donc, on a une étudiante qui est un peu anxieuse, une femme au travail qui est débordée, un étudiant qui est plus effacé, une étudiante qui est facilement distraite, un autre qui est peu engagé. Peut-être que vous voyez plutôt le revers, donc une étudiante qui est performante, une femme qui est très leader, un jeune qui est débrouillard, une jeune aussi qui est très active lorsqu'on lui demande de participer, puis un autre qui est très autonome. C'est important quand même de voir les deux facettes pour pouvoir en fait mettre en valeur les forces de chacun tout en connaissant les faiblesses pour voir où est-ce qu'on doit intervenir. Comment intervenir? Mais une des stratégies que je vous propose de mettre en place, c'est vraiment de faire un accueil des étudiants, des étudiantes à distance et tout ça dans le cadre d'une approche qui est concertée. Je le dis toujours, dès que je donne une activité, une formation sur la formation à distance, vous pouvez me citer, il faut formaliser l'informel. C'est 100 fois mieux de répéter une information qui est déjà donnée plutôt que d'en occulter par crainte de répéter ou parce qu'on veut pas, ou on pense que c'est acquis, parce qu'on pense que c'est évident. Il faut s'assurer que tout le monde parte sur les mêmes bases et puis ça, justement, les non-dits, il faut les éviter le plus possible. Pour ce faire, une des choses qu'on peut mettre en place, notamment, c'est de mettre sur pied un processus d'accueil à distance qui est complet. Lorsque j'accompagnais dans les dernières années des équipes enseignantes dans leur transition vers la formation à distance, et ça date avant la pandémie, là, donc j'en suis pas à mon premier rodéo, j'avais comme mission donc, de mettre en place l'accueil des étudiants, des étudiantes en formation à distance, c'est surtout des étudiantes dans le cas du programme que j'accompagnais. Donc, chaque année, je rencontrais la nouvelle cohorte pour m'assurer que ces personnes-là avaient tout en main pour favoriser leurs apprentissages à distance. Ce qui avait été organisé, en fait, c'est que vous voyez la petite flèche qui est apparue qui va désigner la rentrée scolaire. Nous, on organisait ça une semaine avant. Parce qu'on voulait s'assurer que dès les premiers cours, nos cohortes, nos étudiantes avaient tous les outils en main pour bien démarrer. C'était fait comme ça. C'est ajusté en fonction, bien sûr, de vos calendriers scolaires respectifs et c'est à planifier surtout de manière concertée. Donc, c'est une approche programme, c'est une approche institutionnelle. Voyez-le comme vous voulez, mais il faut faire intervenir des personnes de différents niveaux. Je vous présente comment on déclinait.
c'était un processus qui était décliné en 3 étapes. En 2017, puis même il y a quelques instants, je me suis rendu compte, j'aurais dû écrire 2016. La mémoire me fait défaut. Mais donc, ça faisait longtemps. Quand je dis avant pandémie, c'est ce qu'on mettait en place, nous, dès 2016-2017, pour accueillir nos étudiantes à distance. D'abord, on avait une première rencontre qu'on nommait outils et fonctionnalités de la visioconférence. On faisait des validations techniques, donc on validait le branchement, la connexion Internet. Est-ce que les périphériques étaient adéquatement détectés? Comment est-ce qu'on les active dans l'environnement de visioconférence? On voyait avec nos étudiantes aussi toute la liste du matériel requis, autant logiciel, application que physique. Donc, dans leur cas, c'était très spécifique au programme, devait avoir 2 caméras différentes. On faisait justement les tests nécessaires pour s'assurer que tout fonctionnait. Une fois que les validations techniques étaient passées, ça pouvait prendre du temps. Vous comprendrez, là, en 2016-2017, on n'avait pas les mêmes habitudes technologiques qu'on a en ce moment. Une fois que ça s'était réalisé, on faisait une visite guidée de l'application de visioconférence. À l'époque, c'était VIA qui était utilisé, puis on leur faisait faire des examens main sur les... pas des examens, des exercices, main sur les touches. Donc, activer, désactiver le périphérique, envoyer un message dans le clavardage, annoter tel document, etc. Tout ça, ça constituait 3 heures de rencontre. C'était la première rencontre qui avait généralement lieu le lundi. On leur demandait avant la deuxième rencontre de poursuivre leur test, de se rebrancher, connecter, etc., s'il y avait des ajustements à apporter, en vue de la deuxième rencontre qui, elle, portait sur l'environnement numérique d'apprentissage. Première étape, on revenait sur les validations techniques. Je le rappelle, hein, c'est en 2016-2017, parce qu'il y avait des choses qui avaient mal fonctionné lors de la première rencontre. Donc, on retournait sur notre liste d'étudiants, voir est-ce qu'il y avait encore quelqu'un qui avait des vérifications à faire, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient moins bien fonctionné. Ça allait plus rapidement que la première rencontre, mais il y en avait encore souvent à réaliser. On passait ensuite à une visite guidée de l'environnement numérique d'apprentissage qui était Moodle, où on faisait encore une fois des exercices main sur les touches. Est-ce que vous avez accès à vos cours? Répondez à un questionnaire, à un test, déposez un travail fictif, envoyez un message dans le forum, téléchargez une ressource. Donc, on leur faisait vraiment faire diverses manipulations dans l'environnement pour s'assurer, encore une fois, que tout fonctionnait, puis pour les rassurer aussi. C'était encore une fois une rencontre de 3 heures. La dernière rencontre, et non la moindre, portait sur les pratiques institutionnelles et pédagogiques mises en place dans l'établissement. Il y avait brièvement, encore une fois, des validations techniques parce que c'était nécessaire sur ce qui ne fonctionnait toujours pas. Après ça, au-delà de ça, c'était des rendez-vous plus individuels. Ensuite, ce qui était intéressant puis vraiment apprécié, c'était une présentation de l'équipe pédagogique. Qui sont vos enseignants, vos enseignantes? Quelles sont les mesures d'aide qui vous sont offertes? On présentait les ressources disponibles, la documentation institutionnelle aussi. Donc, on parlait des plans de cours, la PIEA, comment est-ce que les évaluations vont avoir lieu. Donc, tout ça, c'était de l'information qui leur était communiquée à l'avance. La dernière activité qu'on faisait avec eux, c'était de monter une étiquette. Ça, Lisa Marie va y revenir de toute façon tout à l'heure. Mais on le montait vraiment en collaboration avec les étudiantes qui étaient connectées pour voir, bon, là, ça fait déjà, puis la dernière rencontre durait aussi 3 heures, là, donc ça faisait quelques 7-8 heures qu'on est connectés ensemble. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Où est-ce qu'on accroche? Qu'est-ce qu'on n'aime pas lorsqu'on est en visioconférence, etc. Donc, on les faisait discuter pour les amener à monter une espèce de code de conduite en formation à distance. Les temps ont bien changé. Donc, ce que je propose aujourd'hui, toujours en gardant 3 étapes clés dans un processus d'accueil, tout ce qui était validation technique, environnement d'apprentissage de la deuxième rencontre, on rapatrie ça, on en fait tout un bout, tout un bloc pour une première rencontre de vérification d'appropriation des outils. Donc, on peut penser qu'aujourd'hui, valider la connexion Internet, le branchement des périphériques, comment actionner, activer, désactiver une caméra, etc., c'est davantage acquis. Donc, on ne le fait pas plus, mais on le fait pendant nettement moins longtemps. Vérification aussi des accès. Est-ce que
vous avez accès lorsque vous êtes connecté, le clavardage, etc. Donc, on valide quand même tout ça, mais comme je l'ai dit, ça prend beaucoup moins de temps. On peut faire encore une fois là, le tour de la liste du matériel requis, les applications, les logiciels à appliquer, à télécharger, à installer, etc. Puis, toujours dans cette rencontre-là, on fait une visite guidée de l'application de visioconférence. Puis c'est là où on a vraiment un gain de temps par rapport à 2016-2017. Généralement, les gens sont habitués. Lorsqu'on est dans Zoom, dans Teams, on n'est plus à notre première fois. Ça va assez rondement, donc on peut faire encore quelques exercices main sur les touches pour envoyer un message en clavardage, pour envoyer une réaction. Mais généralement, on fait le tour assez vite. On ajoute ici aussi la visite guidée de l'environnement d'apprentissage, l'environnement numérique, par exemple, Moodle. Je pense que c'est encore nécessaire. Ici, là, les exercices main sur les touches pour s'assurer que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est encore vrai ici, puis que les étudiants sont en mesure de déposer un travail, télécharger une ressource, etc. Je considère qu'on peut aller dans le 2 heures pour faire tout ça maintenant. Peut-être 3 heures, dépendamment de votre clientèle spécifique, à vous d'aller voir selon les caractéristiques que vous leur attribuez. La deuxième rencontre, qui était à l'origine la troisième, on la rapatrie en deuxième rencontre. Je ne reviendrai pas sur tous les points, mais on fait la présentation de l'équipe pédagogique, les mesures d'aide offertes, la documentation institutionnelle. Donc, tout ça, c'est là où ça se passe. Puis, on peut commencer à amorcer la réflexion sur comment bâtir une étiquette ensemble, un code de vie en visioconférence. Pourquoi j'implique les étudiantes? C'est parce que faut que ça vienne d'elles, il faut que ça vienne d'eux, ces éléments-là de code de conduite, parce que c'est eux qui vont vivre avec la visioconférence, notamment dans les prochaines années, dans les prochaines sessions. Là où j'ajoute en fait une notion qui n'apparaissait pas, peut-être parce qu'on était vraiment centré sur la technologie auparavant, là, avant la pandémie. Maintenant, j'en profiterai pour ajouter une activité de type team bonding, faute de meilleurs mots en français, pour vraiment aller mettre en place par exemple, des activités brise-glace. Puis on a Lisa Marie, ma collègue, qui est la reine des activités brise-glace, notamment en formation à distance. Ce serait l'occasion de le faire pour créer des liens entre les étudiants, pour peut-être qu'ils planifient déjà les travaux d'équipe, la constitution des équipes. Ils peuvent faire une présentation plus ou moins structurée. Donc, pendant les 2 rencontres précédentes, on peut les préparer mentalement. Vous aurez à vous présenter, je ne sais pas, apporter un objet qui vous représente. Lors de la dernière activité, vous aurez à préciser vos attentes sur la formation. Vous aurez à présenter comment vous aimez travailler avec les autres, etc. Donc, on peut les amener à se présenter à cette rencontre-là, puis revenir aussi sur potentiellement là, la discussion qu'on aura eue sur la netiquette. Dans ce cas-ci, encore une fois, je pense qu'un bon 2 heures, on peut bien faire le tour de tout ça. On est passé quand même d'un processus qui était de 9 heures à maintenant un qui est de 6 heures. À vous de voir comment vous l'étalez dans le temps, où est-ce que vous le situez aussi dans la session, etc. Ça, comme je disais, ça dépend des calendriers scolaires respectifs, puis de la disponibilité de vos effectifs également. Lorsque bien mis en place, tout ce processus d'accueil-là pour les personnes qu'on pouvait étiqueter de plus exigeantes, anxieuses, performantes, ça va permettre de clarifier les attentes pour ces personnes-là, de leur donner un cadre qui est structurant dans un environnement connu. Donc, ça devient vraiment rassurant. Elles apprennent à connaître leur terrain de jeu là-dedans, puis savent comment agir ou comment réagir si les limites de ce terrain de jeu-là pendant la session sont escamotées pour une raison ou pour une autre. Pour les personnes qui sont peut-être plus discrètes, moins participatives, ça peut être l'occasion de créer des liens interpersonnels avec les autres étudiants dans le programme. Puis éventuellement, ça peut même nous servir de levier d'intervention en cours de session. Par exemple, si on se met à reconnaître certains comportements qu'on veut éviter, bien, on peut leur rappeler ce qui a été convenu dans l'activité sur la netiquette, par exemple. Hey, vous vous souvenez, au début de la session, on avait dit qu'il ne faudrait peut-être pas agir comme ça. Là, je remarque que, oups, il y a un petit glissement. Donc, ça nous sert vraiment d'emprise, si on veut, de prise pour intervenir si il y a des écarts.
faut quand même se faire à l'idée que certaines rencontres d'accueil, le processus d'accueil peut ne pas être pour tout le monde. Notre Gabriel Olivier, hein, si on se rappelle bien, qu'on sait qu'il est très autonome, peut-être même un peu blasé à la limite, c'est pas lui qui va être visé par cet accueil-là, par ce processus-là, parce que généralement, très autonome, il va faire ce qu'il a à faire, il va repartir, etc. Il peut ne pas en retirer autant de bénéfices que les autres, puis c'est correct. Il faut vivre avec ça. C'est correct que le processus d'accueil ne soit pas pour tout le monde. Dans leur recherche, Katia Papi, entre autres, avec son équipe, ils ont noté que ce n'est pas anodin que des étudiants qui ont une activité professionnelle à temps plein se satisfassent davantage d'un moindre accompagnement que ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle. Donc, c'est déjà une piste d'explication. Puis, il mentionne aussi que seule une minorité d'étudiants en formation à distance tend à profiter des possibilités d'interaction offertes lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour la réalisation d'activités pédagogiques. Ce que je veux amener ici, c'est l'aspect nécessaire. Donc, le fait d'obliger le team bonding dans le processus d'accueil peut faire en sorte que, justement, les activités pédagogiques par la suite vont se faire peut-être de manière plus fluide parce que si on leur demande de créer des liens interpersonnels en dehors des cours, ben c'est là que ça peut faire un petit peu pouet-pouet. Le métier d'étudiante, on parlait aussi d'employabilité dans le titre de notre activité. Le processus d'accueil, il y a quand même une similarité. Excusez-moi, il y a une lumière qui vient de s'éteindre devant moi. À faire entre le processus d'accueil des étudiants à distance, puis le processus aussi d'accueil lorsqu'on se trouve dans un nouvel emploi. Donc, Alain Coulon, dans sa recherche, il identifiait 3 étapes dans un processus d'intégration en formation. Donc, d'abord, le choc de l'étrangeté, où on est confronté à de nouveaux codes. Ces codes-là, ça peut être ça peut faire référence à la capacité d'apprendre à apprendre, les outils technologiques, les différentes compétences qui sont propres à la FAD, notamment. Donc, le choc de l'étrangeté, c'est vraiment quand on arrive, puis OK, ouais, là, ça fonctionne différemment, je ne m'y attendais pas. Il y a un temps d'apprentissage qui vient avec ça. Un coup, le choc passé, bien là, on s'approprie progressivement ces nouveaux codes-là. Éventuellement, on va les intégrer, donc le temps d'affiliation, on va comprendre et on va carrément justement intégrer ces nouveaux codes-là, les maîtriser. C'est aussi là où ce qu'on met à juger ceux qui ne les ont pas encore intégrés. Puis le processus d'accueil que je vous présente depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'objectif de réduire la durée du choc de l'étrangeté pour passer le plus rapidement possible au temps d'apprentissage. Donc, ce processus en 3 étapes-là, on le voit lorsqu'on est introduit à la formation à distance, puis on fait un parallèle aussi lorsqu'on est introduit dans un nouvel emploi. Lorsqu'on commence à quelque part à travailler, généralement, on a un contrat de travail. On peut l'associer au plan de cours en formation en enseignement. On peut recevoir un guide de l'employé qui correspondrait à toute la documentation institutionnelle, etc. Il peut y avoir aussi potentiellement des formations d'introduction pour en apprendre davantage sur nos nouvelles tâches, un système de mentorat qui est mis en place. Donc, c'est vraiment d'essayer de reproduire ce qui peut se faire dans le domaine, dans le contexte professionnel pour le rattacher à la formation à distance. Tout ça, donc, s'inscrit dans un processus d'accueil qui, oui, peut avoir lieu de manière condensée en début de session, mais dont les interventions s'étirent tout le reste de l'année aussi. Donc, c'est important de garder ça en tête pour éviter les écueils qu'on rencontre souvent en formation à distance, notamment en lien avec la communication numérique. Et c'est là où je laisse la parole à Lisa Marie. Est-ce que vous prendriez des questions avant qu'on change d'interlocutrice? Oui. Oui, c'est un bon moment. Marie-Claude, quand tu parlais du team bonding, il y a Michel à Rivière-du-Loup qui nous demandait est-ce que ces rencontres-là étaient obligatoires? Lorsqu'on le mettait en place, les rencontres étaient effectivement obligatoires. Oui. Super, merci. N'hésitez pas dans le clavardage à poser les autres questions si vous voulez plus de précision. Je laisse la place à Lisa Marie. Merci. Donc, dans cette partie-là, on va parler de la communication et la gestion du temps et des distractions. On a soulevé, bon, dans la première partie, la communication, disons
problèmes qu'on a nommés, mais ça peut être 3 points d'alerte à vérifier lorsqu'on est en enseignement à distance. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération, puis quelles solutions on peut mettre en place par rapport à ce qu'on a nommé comme problème. Donc, le premier groupe, la première catégorie, c'est tout ce qui est isolement, demande de soutien, manque de soutien. Donc, ces 2 éléments-là, c'est quand même des 2 points qui sont importants. Puis ça peut être un obstacle pour les élèves, pour leur réussite, pour avoir un bel environnement d'apprentissage. Donc, c'est quand même 2 points que si jamais vous pensez que vos étudiants pourraient vivre de l'isolement ou qui n'ont pas assez de soutien, de voir de quelle façon vous pourriez mettre en place certaines stratégies pour éviter que ça se produise. Donc, l'isolement, le fait que les étudiants ne soient pas assez mis ensemble, qu'ils sont chacun dans leur coin, qu'il n'y a pas assez de communication. Donc, la façon qu'on peut les mettre ensemble pour éviter peut-être qu'ils se sentent seuls, incompris, même jusqu'à aller des fois pas comprendre la matière parce qu'ils n'osent pas prendre la parole, poser des questions et tout ça. Le manque de soutien, demande de soutien, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment très bien, mais on sait que ça peut arriver. Donc, des fois, de mettre en place des stratégies proactives pour permettre d'éviter qu'il y ait un manque de soutien, ça peut être une stratégie intéressante. Si on arrive avec les solutions qu'on vous propose, donc là, on a divisé asynchrone, synchrone, asynchrone, là, juste pour faire une petite différence, mais sachez que des fois, les stratégies peuvent être autant là, en asynchrone qu'en synchrone. Quand on est en asynchrone, on sait que les étudiants sont justement très autonomes dans leur parcours d'apprentissage. Donc, des fois, de prendre le temps de faire peut-être une séance d'ouverture en ligne où on demande aux étudiants de se connecter. C'est sûr que ça peut être facultatif, justement, s'il y en a qui ne veulent pas assister, ils sont pas obligés, mais au moins que l'enseignant soit là, qu'il organise une séance d'ouverture, qu'il puisse se présenter, voir les visages, même que les étudiants puissent se voir entre eux, faire une activité brise-glace, justement, pour les faire travailler, échanger, tout ça. Ou peut-être des fois, ça peut être une vidéo de présentation. Donc, si vous ne voulez pas organiser une séance en synchrone, ça pourrait être que vous, en tant qu'enseignant, vous vous présentez à l'aide d'une vidéo. On pourrait même demander aux étudiants de faire la même chose, de faire une vidéo de présentation dans un forum et de répondre là, aux collègues. Donc, ça permet de savoir avec qui on travaille à distance, même si on est loin, on a au moins des visages, on a au moins certaines caractéristiques. En synchrone et asynchrone, ça pourrait être aussi d'ajouter un forum pour les questions. Des fois, peut-être qu'on le néglige ou on se dit que c'est peu utilisé, mais des fois, de trouver des façons de le mettre en place, ça peut être quand même très riche. Donc, on ouvre un forum de questions générales. Les étudiants peuvent écrire leurs questions sur les travaux. Même vous pouvez aller répondre aussi sur le forum. Donc, ça peut venir le point central des discussions, des échanges pour permettre qu'on ait un point d'entrée où on peut tous échanger ensemble. Surtout quand on est en asynchrone, puisqu'on n'a pas ce côté-là d'une rencontre, par exemple, par semaine. Donc, d'autant plus que c'est important d'avoir un environnement pour permettre les échanges. Ensuite, on parle de développer une approche d'empathie cognitive intentionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire, les grands mots? Je vais vous sortir 3 caractéristiques. Premièrement, de manifester de l'intérêt aux apprenants. Donc, justement, là, je parlais de créer un forum, mais des fois, peut-être des fois, les enseignants sont tout simplement, on laisse le forum, on laisse les gens, mais de prendre le temps de nous aussi, en tant qu'enseignants, d'aller répondre dans le forum. Oui, laisser les gens échanger entre eux, mais d'être actifs aussi. Si vous faites des activités en synchrone, si vous les mettez en atelier, de prendre le temps de vous aussi de participer, de justement manifester l'intérêt, mais d'être actif, de montrer votre dynamisme, d'être là avec eux, d'échanger, relancer les discussions. Donc, ça va permettre de montrer que vous êtes là et de créer un lien aussi, là, tout le monde ensemble. Maintenir des échanges fréquents. Bon, encore là, si on reprend l'idée du forum, mais le fait que il ne faut pas laisser les forums vides, sans réponse. Donc, si on voit qu'il n'y a pas de réponse, de prendre le temps de peut-être d'aller poser une question. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que vous avez des questions sur le contenu? Donc, de toujours engager les discussions, de favoriser aussi les échanges. Donc, si on voit qu'il n'y en a pas, d'en créer aussi, d'être un point d'entrée pour les échanges. Ça pourrait être aussi, si vous voyez que des étudiants sont en situation d'échec, de prendre le temps peut-être des fois de rédiger des courriels plus individualisés pour savoir si ça se passe bien dans leur situation, est-ce qu'ils ont des questions, même justement d'aller voir par le clavardage, des fois de contacter les étudiants qui sont peut-être plus discrets, peut-être s'il y a des questions et tout ça. Donc, d'être là et de toujours maintenir des rétroactions, s'il y a des travaux, d'être là, de mettre des ressources. Donc, montrer une présence. Comme ça, les étudiants vont être autant plus enclins à faire la même chose, d'être présents et de participer.
Et le troisième point, d'utiliser un vocabulaire neutre, participatif, bon, dans les consignes. Des fois, de ne pas pousser les étudiants à, par exemple, vous devez choisir Word pour réaliser le travail, mais des fois, vous pouvez utiliser l'outil. Donc, de faire des phrases de suggestions pour engager les étudiants dans leur pratique ou tourner les phrases « je compte sur toi pour ajouter tel élément ». Donc, d'envoyer un petit peu les commandes vers l'étudiant, mais tout en étant dans la neutralité, dans la participation. Donc, comme ça, les étudiants vont être plus sujets à vouloir embarquer. Ils vont peut-être se sentir moins oppressés par certains types de formulations dans les demandes. Si jamais vous voulez en savoir plus, c'est quelques solutions qu'on a nommées, mais il y a l'article Ajuster l'encadrement que l'on offre à nos élèves. Ça peut vous aider, donner d'autres stratégies pour mettre en place, pour favoriser un petit peu l'entrain en classe entre les étudiants. Justement, Marie-Claude l'a mis dans le clavardage. Merci. Voici un exemple de courriel reçu par Félicia. Donc, je vous fais la lecture du courriel. Peut-être pour vous faire participer un tout petit peu dans le clavardage, si vous auriez des mots-clés qui pourraient peut-être représenter ce que vous pensez qui est la problématique ou qu'est-ce qui peut poser problème dans tout ça. Donc, vraiment des petits mots-clés, là, pas de grande explication. Donc, Félicia me dit « Je n'ai pas réussi à faire le travail du cours 1 car j'ai été victime de… » Bon, explication de la situation. « J'ai tellement eu une grosse semaine. J'ai une tonne de corrections à faire pour lundi, fin d'étape. J'essaierai donc de canaliser mon énergie pour entrer les notes de mes élèves. Est-ce que cette évaluation ne pourrait pas compter dans mes résultats? » Ceci est une situation réelle d'un vrai courriel reçu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des mots-clés? Est-ce que vous voyez des situations problématiques dans ça? J'entends les cerveaux réfléchir jusqu'ici, mais on n'a pas Ça, encore écrit dans le clavardage. je vois ça aussi. Oui, oui, on pourrait le prendre à main levée. Bonne idée, Ah oui, Sarah. oui. Si quelqu'un veut s'exprimer, levez votre main, on va vous écouter. Si vous n'avez pas le goût d'écrire. Injustice perçue par les autres personnes étudiantes. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais garder, je vais attendre, mais on a un mot, injustice. On a un mot Parfait. injustice. On va prendre une autre idée. À 60 cerveaux, on devrait y arriver. Victimisation. Utilisation. Ah, OK. OK. Ceux qui ont téléchargé le PowerPoint, peut-être qu'il y en a qui peuvent tricher, mais Regardez la réponse dans la c'est ça. diapositive suivante. Ah, oui, oui, classique. J'attends encore un petit peu, peut-être un autre mot. Ben, on a eu difficulté à organiser son temps ou empathie. OK. Bon, il y a peut-être plusieurs choses dans gestion du temps. OK. Je dirais que c'est pas faux, organiser son temps. On va en reparler dans mon autre section plus tard. Mais ce que je voulais souligner ici, peut-être que vous allez être surpris ou pas, c'était la manière d'interagir familier de manière irréaliste. Là, il y avait injustice. Bon, on peut rentrer les éléments là-dedans, mais parfois, avec justement à distance, on est habitué de communiquer par clavardage et tout ça. Des fois, les formalités peuvent s'échapper. On se rend compte qu'on écrit peut-être plus facilement. Comme là, je reviens peut-être, il n'y avait pas de salutation, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de remerciement, pas rien, juste un message lancé comme ça dans les airs. La demande, bon, je dis demande irréaliste, mais un petit peu le fait que moi, ma situation, je vis ça difficilement, est-ce qu'on peut m'accommoder? Donc, c'est quand même une familiarité dans le sens que l'étudiant ne prend pas en considération qu'il y a d'autres étudiants. Donc, on fait des demandes, on essaie de voir, nous, au mieux, comment qu'on pourrait améliorer notre situation. Même au niveau de la forme du courriel, ça n'a pas été nommé, mais l'écriture de type manuscrite, l'écriture mauve, oui, je sais, ça fitait avec notre thématique, mais la typographie de couleur, la typographie manuscrite, c'est déjà arrivé que je reçois des courriels de ce format-là. Moi, visuellement, à mon œil, ça pose problème, c'est plus difficile à lire. Donc, des fois, même d'avoir des bonnes pratiques lorsqu'on communique, quand on fait des courriels et tout ça, il y a des règles à respecter. Donc, de prendre en compte tout ça.
comme Marie-Claude le disait, avec l'étiquette. Donc, prendre le temps d'élaborer une étiquette. Justement, ça peut être fait que l'enseignant la crée et puis la donne aux élèves ou fait en collaboration, qui est une très bonne idée puisque tout le monde est inclus dans le processus. Mais aussi de réfléchir à certaines règles. Quand on écrit un courriel, qu'est-ce qu'on s'attend quand on communique par un forum ou par clavardage, ou c'est quoi les canaux de communication qu'on choisit, donc de voir selon les différentes modalités. Même des fois en classe virtuelle, qu'est-ce qu'on s'attend comme règle. Si on prend le courriel, là, juste quelques éléments, là, bon, là, je l'ai dit justement, mais tout ce qui est la salutation, que c'est important d'avoir quand même une salutation, une fermeture dans un message, même si on est des fois par clavardage, tout dépend de la fréquence, mais au moins de saluer la personne à qui on s'adresse, c'est toujours plus agréable de recevoir une demande comme ça. La signature, de faire attention au langage utilisé aussi. Donc, on reste quand même dans un contexte professionnel, même si c'est notre élève enseignant. Donc, vice-versa, le langage utilisé est de type professionnel. Donc, on enlève un petit peu tout ce qui est la familiarité. Toute l'écriture, donc encore là, de faire attention, des fois, comme je le disais, là, la typographie, les couleurs, lorsqu'on écrit en majuscule, c'est quoi les significations? Donc, majuscule égale crier. Donc, il y a quand même certaines règles qu'on doit savoir quand on écrit parce que c'est la seule façon qu'on a de transmettre un message. Donc, c'est important d'avoir certaines règles. Et en classe synchrone, justement en classe virtuelle, des fois, on n'y pense pas, c'est peut-être anodin ou tout ça, mais bon, justement, exemple, avoir des vêtements appropriés. Donc, le fait que même si on est en ligne, on se doit d'être professionnel dans toutes circonstances, d'être dans un endroit calme, donc il faut être alerte, ouvert à ce qui se passe. D'éteindre le micro lorsqu'on ne prend pas la parole, bon, de ne pas enregistrer sans permission. Donc, des fois, de mettre quelques règles comme ça. C'est sûr que là, c'est quelques exemples, mais ça vaut la peine justement de s'asseoir pour le créer ensemble. Ça vous donne quelques idées, mais de choisir pour vous c'est quoi le plus important dans les règles de conduite avec les échanges avec les étudiants. On fait un autre exemple, peut-être c'est là où on va être meilleur. Donc, voici un courriel d'Elijade. Donc là, bonjour Madame Gauthier, je ne trouve pas le lien qui mène vers la lecture à faire pour le cours d'aujourd'hui. Merci. Là, c'est envoyé à 13h50. Important de retenir. Ah, c'est bon, j'ai trouvé à 13h55. Qu'est-ce qui se passe ici? Auriez-vous une idée? Communication inutile. Manque d'autonomie. Ça a quand même pris 5 minutes de le trouver. Message trop rapide, ouais. On a peut-être envoyé trop vite. Oui. De le temps au temps, Martine, oui. Ouais. Le temps long n'existe plus. Hein? Mauvais réflexe. Impulsivité. On est bon, on est bon. Oui, on est dedans. On est dedans. Parfait. Donc, vous pouvez continuer à écrire, mais je vais passer. Donc, ça rentre un petit peu avec tout ce que vous avez dit, mais l'instantanéité, la disponibilité, l'envoi de plusieurs messages. Justement, on est habitué d'avoir notre téléphone à portée de main. Donc, c'est comme un acquis, disons, dans la société que lorsqu'on envoie un message, on aurait une réponse tout de suite. Donc, des fois, le réflexe est facile de dire « Ah, je vais poser la question », sans même des fois d'aller chercher ou réfléchir. On se dit « La personne va me répondre instantanément ». Donc, il y a quand même des fois, ça peut être aussi un manque d'autonomie ou inquiétude et tout ça qui rentre en ligne de compte, mais la rapidité d'envoyer un message à l'enseignant pour poser des questions comme ça, c'est quand même fréquent, puis de renvoyer ou c'est bon ou c'est correct, je me suis répondu. Mais c'est justement le fait qu'on veut une réponse aussi rapidement, on ne veut peut-être pas attendre, on ne veut peut-être pas chercher, donc on est mieux tout de suite d'envoyer des messages pour avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enlever ce côté-là ou baliser du moins les échanges qu'on souhaite avec les étudiants? Ça pourrait être d'offrir des plages horaires de disponibilité. Donc, on pourrait dire aux étudiants que nous, on répond, bon, le lundi de 8 à 4, c'est notre temps où on répond au courriel. De prendre encore en considération que même si un message est envoyé le lundi, par exemple, entre 8 et 4, que ce n'est pas nécessairement une réponse instantanée, donc ils peuvent s'attendre, par exemple, à un délai de 24-48 heures, à vous de voir, mais au moins de fournir un cadre aux élèves pour leur dire où c'est quoi vos moments, puis où vous pouvez répondre au courriel. De aussi le faire
l'inverse, donc le délai de réponse, que ce soit enseignant, si les élèves vous écrivent un message, vous leur dites 24-48 heures. Si vous leur écrivez un message, ça peut être aussi un va-et-vient. Donc, eux doivent aussi répondre au courriel ou au message que vous envoyez dans le même délai. Nommer les canaux de communication privilégiés, justement, on sait qu'on multiplie les appareils, les choses qu'on peut utiliser. C'est sûr que là, bon, au niveau élève, il n'y aura peut-être pas le téléphone ou le texto, mais du moins, il peut y avoir le courriel, par Teams, le clavardage, les forums, si vous avez d'autres sites aussi. Donc, il y a plusieurs plateformes où il peut y avoir de la communication. Donc, d'où l'importance de bien cibler quelle plateforme vous souhaitez qu'il soit utilisé. Et peut-être aussi selon le niveau de priorité. Donc, si par exemple, bon, vous voulez que ce soit toujours le courriel quand c'est plus formel, vous acceptez le clavardage dans telle circonstance. Donc, des fois, de donner des balises de qu'est-ce que vous acceptez ou non selon les messages. Si vous voulez que ce soit toujours par le forum, que les questions par rapport au cours soient données, donc de vraiment spécifier les attentes, comme justement le courriel que je viens de montrer à l'instant d'Elijade. Ben, peut-être que ce courriel-là aurait été dans le forum. Donc, on n'aurait pas eu une alerte courriel par rapport à ça. Et un autre étudiant aurait pu répondre au courriel ou peut-être qu'elle ne l'aurait pas nécessairement envoyé, parce que des fois, sur le forum, ça demande, on sait que tout le monde va voir la question. Donc, des fois, il y a peut-être une réflexion qui se fait de prime abord. Si jamais vous voulez en savoir plus aussi, là, on a mis un autre article là, pour comment organiser son temps, ses moments de disponibilité. Donc, il y a quelques stratégies pour vous aider. Le lien est dans le clavardage. La dernière portion, gestion du temps, des tâches et des distractions. Donc là, ça va un petit peu avec le courriel aussi qu'on a vu. Ça peut être un des exemples qu'on pourrait mettre. Donc, la première catégorie de problèmes, tous les oublis de remise de travaux, gestion de l'horaire, on a de l'école, on a une famille, on a un autre travail, 2, 3 travails. Donc, des fois, c'est difficile pour les étudiants de concilier tout ça. Souvent, même quand on est à distance, des fois dans les cours asynchrones, on se dit c'est facile de prendre ce cours-là, c'est fait de manière autonome, je peux concilier plusieurs choses en même temps. Mais des fois, on oublie que c'est quand même une charge de travail, qu'il faut bien baliser qu'est-ce qu'on a à faire et tout ça. Donc, ça reste quand même une gestion qui peut être difficile, qui peut emmener quand même certaines problématiques. Qu'est-ce qu'on pourrait fournir comme solution? Donc, d'élaborer un planificateur de session. Bon, planifier le travail à faire chaque semaine. Donc, de prendre le temps d'expliquer peut-être des fois aux étudiants des conseils clés, comment planifier sa session. Par exemple, ça pourrait être de leur dire que c'est possible d'intégrer des échéances dans le calendrier Outlook. Par exemple, pour les remises de travaux, de les mettre à l'horaire avec des notifications. Donc, par exemple, une semaine avant, bon, un jour avant. Comme ça, on s'assure que le travail est fait, qu'on ne reçoit pas plein de courriels disant que oups, j'ai oublié ma remise de travaux, j'ai manqué d'électricité, je n'ai pas pu le remettre et toutes les excuses qui vont avec ça. Donc, on sait qu'il y a des notifications qui vont apparaître, donc les étudiants sont prêts à remettre leurs travaux à temps. Aussi, de leur proposer de choisir des moments dans la journée où on est plus efficace. Donc, des fois aussi, des fois, ce n'était pas un réflexe, mais si on sait qu'on est plus efficace justement le matin, on est plus concentré. Donc, de prendre le temps de réaliser les travaux à ce moment-là, les devoirs qui sont à faire et de le bloquer dans l'agenda, donc des blocs de travail qu'on sait que personne ne peut nous déranger parce qu'on s'est mis en travail individuel. Donc là, on sait que les gens, techniquement, vont moins nous envoyer des messages ou des courriels puisqu'ils savent qu'on est occupé. Si on est justement dans un endroit physique à la maison, on a une famille, on peut aussi dire, bon, de 8 à 10, je m'assieds dans mon bureau, on ne me dérange pas, on peut mettre une feuille devant la porte s'il faut, mais de dire vraiment que c'est mon temps de travail, que je peux me concentrer à faire mes devoirs, mes tâches. On peut aussi proposer des outils technologiques. Bon, pour la gestion du temps, on sait qu'il existe beaucoup de choses en ligne pour nous aider. Là, voici quelques exemples. Time Timer, horloge Windows, Forest, une application. Donc, quelques outils. Par exemple, si vous avez Windows, là, en cliquant en bas, il y a une petite horloge. Donc, on peut démarrer du temps, des chronomètres. Ça nous indique des temps de concentration, ensuite des temps de pause, temps de concentration. Donc, c'est possible d'utiliser ça pour nous aider des fois à structurer notre temps, dire là, je veux être concentré à 100 j'installe mon application de gestion du temps.
La même chose pour la gestion des tâches, bon, To-Do, Google Tasks et autres. Donc, des fois, on ne sait peut-être pas où écrire, on est perdu entre plein de plateformes, le papier, l'ordinateur. Donc, d'essayer de centraliser sur un outil. Puis, c'est facile d'avoir un suivi de qu'est-ce qui est à faire, c'est quoi les échéances et tout ça. Donc, donner quelques trucs et astuces pour l'organisation. Prendre des pauses régulièrement. Bon, la technique Pomodoro, vous avez un article si jamais vous voulez en savoir plus, mais c'est un petit peu le principe que j'expliquais là, d'avoir un moment de concentration, une petite pause, concentration, pause, longue pause. Donc, d'avoir vraiment des moments clés pour être sûr d'être le plus concentré possible. Même ces techniques-là, si jamais vous êtes en synchrone, des fois, ça peut être intéressant de même faire une classe en ligne, pas sur la technique, mais d'utiliser la technique en classe. Donc, prendre par exemple un 25 minutes d'explication, 5 minutes de pause. Donc, de mettre en pratique la technique. C'est plus facile ensuite pour les étudiants de dire ah, j'ai aimé cette formule-là, j'ai compris comment ça fonctionne et de le appliquer ensuite dans leur quotidien, dans leurs tâches. Donc, des fois, même vous, en classe, d'essayer de mobiliser ou de les utiliser pour le montrer le plus possible aux étudiants. Ensuite, le dernier problème, donc tout ce qui touche les distractions externes, donc l'environnement, donc l'endroit où on fait notre cours et tout ça, et interne, donc là, bon, notre corps, je vais l'expliquer, mais notre posture et tout ça, discours intérieur, bon, là, on ne rentrera peut-être pas nécessairement dans ce volet-là, mais des fois, on est stressé, on est anxieux face aux travaux qui sont à faire et tout ça, donc des fois, c'est des choses qui peuvent se produire, qui peuvent affecter notre performance ou notre expérience dans les cours. Quelques solutions, donc de trouver un endroit approprié pour suivre le cours et travailler. Donc, comme je le disais, de s'assurer que lorsqu'on est en mode de travail individuel ou qu'on écoute un cours, de s'assurer que l'environnement dans lequel on se trouve, on ne sera pas dérangé. Il n'y aura pas nos enfants qui vont venir ou des collègues, des colocs ou des gens qui vont venir pendant qu'on est dans notre bloc de travail. Comme je le disais, déterminer les moments d'indisponibilité, encore là, de prendre le temps dans le calendrier Outlook de mettre à l'agenda les moments, même des fois de centraliser aussi les agendas. Souvent aussi, la difficulté, c'est d'avoir plusieurs choses à différents endroits. On a plusieurs applications. Donc, d'essayer de centraliser, si moi je préfère Outlook, donc de prendre Outlook et de mettre tous nos rendez-vous au même endroit. Donc, si jamais j'ai un cours de danse, de venir le mettre aussi dans la même horaire, c'est plus facile d'avoir un regard sur notre semaine, notre mois, quand que tout est au même endroit. Mettre son téléphone en mode ne pas déranger, justement, c'est une grande source de distraction, donc de le montrer, comment on fait pour le mettre en mode ne pas déranger, pas pour recevoir des appels ou des notifications qui nous portent à aller voir ce qui se passe. La même chose pour des applications, par exemple Teams aussi, on peut mettre ne pas déranger, ce qui nous évite d'avoir des notifications. Donc, c'est quand même un conseil qui peut s'appliquer lorsqu'on ne veut pas être dérangé, c'est le mot, mais lorsqu'on va être concentré sur une tâche, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui pourrait me distraire, puis d'essayer de les diminuer le plus possible. Quand je parlais du corps, ben justement, on porte attention à l'ergonomie, mais parfois la façon qu'on va être assis lorsqu'on est à distance, veut pas, on ne sait pas ce qu'on a installé, peut-être à notre bureau, peut-être sur la table de cuisine ou peu importe. Donc, on sait que des fois, les chaises sont peut-être pas adéquates ou notre posture. Donc, de prendre le temps des fois d'expliquer ou donner peut-être des fois des petites lectures à faire par rapport à ça, donc pour outiller les étudiants aux bonnes façons de se positionner. Justement, parce que si on est accroupi, par exemple, sur le côté toute la journée, mais peut-être qu'on va avoir mal à l'épaule et on ne sera pas enclin à faire les autres tâches. Donc, ça rentre quand même dans l'environnement, dans les distractions, parce que si on est mal installé, ben, il va falloir peut-être se lever pour bouger. Donc là, ça va casser notre bloc de travail, bon, etc. Donc, d'avoir quand même ce regard-là qu'on sait que ça peut causer une source de distraction par la suite. Une autre lecture d'articles sur Réductible, des applications pour gérer la distraction. Donc, on parle justement là, de l'application Forest et autres outils pour vous aider à sélectionner différentes applications là, pour gérer temps et tâches. Voici une feuille aussi de référence, donc ce qu'on a abordé un petit peu, si jamais vous voulez pousser plus loin sur certaines thématiques, vous avez accès à plusieurs références et ressources complémentaires pour vous. Et c'est la conclusion. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, on va être là pour y répondre.
Questions, commentaires, souhaits, vœux. Ben, d'abord, merci Lisa Marie, Marie-Claude, de mettre en évidence les bonnes pratiques comme ça, qui sont carrément à un clic. Disponible, bien rédigé, bien écrit. On peut consulter ça à tête reposée. C'est vraiment super. On a tout ce qu'il faut pour faire mieux ce qu'on faisait déjà bien. J'adore ça. On sait ce qui marche, on sait ce qu'il faut faire et il suffit de prendre le temps comme aujourd'hui. Bravo à tous ceux et celles qui ont participé à leur développement professionnel aujourd'hui en suivant nos activités. Très intéressant, mais voilà, qu'on vous lance des fleurs. Oui, de bons rappels. Jacinthe nous mentionne que probablement qu'on avait des choses là-dedans qu'on savait déjà et qu'on avait besoin de se faire remettre en mémoire. Riche et inspirant, oui, je vous invite à cliquer sur les liens pour les mettre en réserve. La conversation de la présente rencontre sera effacée dans quelques instants. Mais si vous ouvrez tout de suite les liens, vous pourrez les mettre en lieu sûr, en favori ou au moins dans votre historique de navigation. Merci beaucoup à tout le monde, hein. Puis n'hésitez pas là, à nous contacter si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions qui viennent par après aussi, ça nous fera plaisir d'y répondre. Super, il nous reste quelques instants. Il ne faut pas se gêner si vous voulez poser d'autres questions. Là, on surveille ça du coin de l'œil. Mais je prends tout de même le temps de vous diriger comme ça vers le formulaire d'appréciation de nos activités. Toujours le même formulaire d'une conférence à l'autre. Vous pouvez sélectionner, bien sûr, dans le menu déroulant l'activité à laquelle vous avez participé et nous envoyer vos commentaires. Voilà. Activité gratuite. Comme tous les services au pôle d'expertise Interrod en formation à distance, puisque financés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nos prochaines activités, si on regarde au loin dans le calendrier, après la semaine de la FAD se relancer le 26 mars, dans presque un mois, un peu plus d'un mois, cette nouvelle activité qui prendra la forme d'une courte rencontre conviviale de 17 minutes. J'espère que ce sera les meilleures 17 minutes en FAD de votre semaine. Ça s'appelle Le pôle est en ligne. Si vous voulez déjà vous inscrire ou nous envoyer vos questions, de quoi devrait-il être question dans ces moments de formation express, de micro-formation, tiens, ce serait le terme approprié, bien, venez consulter notre site là-dessus. Parlant d'information, on vous invite à vous abonner à l'infolettre du pôle. Vous avez l'information derrière ce code QR. On louange pendant ce temps-là, je regarde du coin de l'œil la structure de votre présentation et on vous en remercie. Vous trouverez d'ailleurs dans le clavardage, presque à la fin, tous les liens des éléments dont je suis en train de parler, que je projette à l'écran. Notre prochain rendez-vous, dans 1 heure, nous allons passer à la classe inversée. Donc, regardez comment on peut mettre en place des parcours engagés en FAD grâce à cette façon de voir notre planification pédagogique avec notre invité Narcisse qui nous vient du centre de service de Laval. On prend une petite pause, on se revoit à 15 heures.